Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de discuter avec Dr. Matthew Walker, qui est un cardiologue et qui travaille présentement à l'hôpital St. Mary's, mais également un peu au Glen. Oui, puis c'est un des directeurs de bloc à McGill qui est comme vraiment apprécié des étudiants, donc ça a vraiment été un plaisir pour nous de le recevoir. Puis ça a été bien de voir justement la dynamique dans des plus petits hôpitaux à Montréal, comment c'est avec son équipe, puis aussi de voir comment qu'il a mis de l'importance sur ses expériences en personne pour faire son choix de spécialité. Ben, vous allez voir, M. Walker est vraiment quelqu'un d'attachant. Toutes les gens pas mal du bloc l'ont adoré. Il a même créé un Instagram juste pour nous aider à pratiquer nos ECG. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui est passionné, qui est impliqué, je vous suggère de continuer à écouter. Ouais, donc bon épisode et allez faire vos 10 000 pas. Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecin depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses. C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Comme vous pouvez booker un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous de ce dont vous avez besoin financièrement, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, ouais, c'est vraiment agréable de discuter avec eux, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer. Ouais, donc si vous avez besoin de questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous. Bonjour, Dr. Walker. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis pour commencer, on aimerait en apprendre un peu plus sur vous puis votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, ça vous intéressait? Absolument pas, non. Moi, c'est venu un petit peu plus tard. Au secondaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Au cégep aussi, là, j'étais allé en sciences de la santé, mais sans vraiment avoir la motivation nécessaire pour vraiment rentrer direct du cégep. J'avais même pas appliqué, là. C'était pas quelque chose que j'avais pas les notes. J'étais pas assez sérieux là, du point de vue académique à ce moment-là, dans ma vie. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu plus vieux, le chum de la sœur de mon meilleur ami, qui avait quelques années sur moi. Là, puis il dit, écoute, Mathieu, je te recommande de faire un bac. Donc, à ce moment-là, j'étais à Marinopolis, puis j'avais quand même fait application en droit, qui ce serait vraiment pas la bonne carrière pour moi. J'ai commencé en droit, moi aussi. Ça aurait été vraiment pas le bon choix pour moi. Donc, mais à ce moment-là, j'allais aller à Ottawa pour faire mon cours de droit. C'est ça que j'allais faire. Mais là, j'ai rencontré ce bonhomme-là, puis il a dit, écoute, moi, je te recommande de faire un bac. Ça va te donner 3 ans pour vraiment confirmer si c'est vraiment ce que tu veux faire. Tu fais des choix pour le reste de ta vie maintenant. Puis des fois, c'est mieux à ton âge d'avoir un petit peu plus de temps pour faire des cours généraux, pour voir vraiment si c'est ce que tu veux faire. Donc, j'ai pris son avis, puis finalement, j'ai fait un Bachelor of Arts, un baccalauréat en arts, puis j'ai choisi la psychologie. Donc, c'était un super bon choix pour moi. Premièrement, le bac en psy à McGill, ça nous permet de faire beaucoup de cours. Donc, j'ai fait de la science politique, de l'histoire, de la musique. Mais il y a aussi eu beaucoup de cours en psycho, bien sûr. La perception, il y avait la motivation. Donc, on parlait du cerveau, on parlait des synapses, de tout le fonctionnement du cerveau. Puis j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis là, c'est comme pour moi, c'était vraiment durant cette période-là, de ces 3 ans de baccalauréat, que je suis vraiment rendu plus sérieux de mes études. Donc, j'étais comme prêt à travailler à ce moment-là. Donc, pour moi, ça aidait que ma blonde, à ce moment-là, était en médecine, elle était rentrée en médecine, puis elle étudiait tout le temps. Donc moi, je me suis mis à étudier comme un étudiant en médecine, puis les résultats sont venus. J'ai eu la chance de faire un programme d'honors en psychologie. Puis là, pour ce programme-là, on avait l'opportunité de faire de la recherche. Il fallait faire un projet de recherche. On avait 2 ans, en fait, de recherche.
J'ai rencontré un chic bonhomme, un médecin, ben pas un médecin, un chercheur qui s'appelle Michael Meany au Douglas, qui faisait des recherches en psycho-neuro-endocrinologie. Donc, je suis rentré dans des projets dans le laboratoire. Puis là, c'est vraiment que j'adorais tout ce qui était comme... Ben, c'était pas de la santé à ce moment-là, mais oui, un petit peu. J'ai dit, là, c'est à ce moment-là, j'ai dit, moi, je pense que j'aimerais faire de la médecine. Puis j'étais vraiment décidé que c'est ce que je voulais faire. Puis là, à ce moment-là, j'avais un petit peu les notes que c'était possible de le faire. Et je me suis décidé à ce moment-là que j'allais appliquer en médecine. Donc, pour moi, ce qui était aussi un petit peu différent des autres, c'est que j'ai pris la décision avec plusieurs de mes amis. À ce moment-là, on a pris une décision de prendre une année off puis de faire un tour autour du monde, comme en backpack. Vraiment, c'est pas du gros luxe, là. C'était vraiment backpack, tente, sleeping bag. Une année au complet? On a pris une année, mais c'était finalement le voyage, on n'avait pas les fonds pour financer une année au complet. Finalement, c'était 5 mois, mais c'était la moitié c'était en Afrique, puis la moitié c'était en Asie, puis avec des bons amis. Et donc, j'ai remis tous mes formulaires d'admission pour la médecine. J'avais fait mes examens MCAT, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il fallait faire. Je ne savais pas comment j'avais fait pour ces examens-là, si j'avais bien performé ou non. Mais là, on a quitté, puis là, c'était comme les esprits ont changé jusqu'à temps que finalement les lettres commencent à rentrer, qu'il y avait des entrevues. Puis là, j'étais revenu à ce moment-là pour faire toutes les entrevues pour la médecine. À ce moment-là, quand j'ai reçu les premières lettres d'acceptation, je ne pouvais pas croire. Là, j'étais tellement content. C'était Memorial University qui m'a envoyé la première lettre. Puis, j'avais quand même appliqué un petit peu partout. Mais à ce moment-là, moi, j'étais vraiment là, j'étais tellement content de faire de la médecine. Puis, j'avais hâte de commencer. Puis, j'appréciais vraiment l'opportunité. Parce que avant ça, je me croyais pas nécessairement comme assez bon là, pour être un étudiant en médecine. Je n'étais pas assez sérieux, puis je pensais jamais que je pourrais le faire. Donc, pour moi, le jour que je suis rentré au MAC avec ce groupe d'étudiants, j'étais vraiment fier d'être parmi eux. Puis j'ai adoré là, du début. Puis ce sentiment-là d'un peu... de pas être assez bon, de sentiment de l'imposteur, l'avez-vous gardé un petit peu en rentrant aussi? Toujours. toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est plus bon que toi, qui a des meilleures notes que toi. Mais il faut moi, j'ai eu du succès à faire les choses que j'aime et pas essayer d'être quelque chose que je suis pas. Donc, ça va être un message que je vais essayer de véhiculer aujourd'hui, là, qu'il faut écouter nous-mêmes. Il faut écouter notre corps, puis les cues qu'on reçoit de l'environnement qui nous dit est-ce que c'est un environnement que j'aime ou non. Parce que c'est pas seulement la matière, il faut regarder, le type de patient qu'on va voir, l'horaire, l'environnement, les gens avec qui on va travailler pour faire nos choix de carrière. Donc, mais ça, c'est venu plus tard, là. Donc, j'ai fait... on va faire un petit fast-forward à travers les 4 années de médecine à McGill que j'ai bien apprécié. Comme étudiant, à ce moment-là, on avait quand même la chance de faire des électifs un petit peu plus que vous, là. On avait plus d'électifs et j'en avais fait un en cardiologie à ce moment-là. J'avais travaillé avec Dr. Smilovich, qui était en fait le directeur de programme à ce moment-là. Puis j'avais vraiment comme eu un petit goût pour ce qu'était la cardiologie à ce moment-là. Donc, les expériences qu'on a durant le cours de médecine nous influencent beaucoup pour les choix qu'on fait plus tard. C'est ça, des petits coups de cœur ici et là. Oui, c'est ça. Pour moi, des gens, des fois, ils pensent que les 4 années de médecine, c'est peut-être plus la résidence qui va faire... qui est plus important, mais pour moi, ça a été un élément... j'ai eu beaucoup d'expériences durant mon cours de médecine qui ont influencé ma vie plus tard. Vous avez dit qu'une des choses que vous avez attiré en médecine au début, c'était la recherche. Est-ce que vous avez continué à en faire pendant vos 4 années en médecine? Pas vraiment. Donc, j'avais fait la recherche. Je savais que c'était pas la recherche que je voulais faire. Donc, oui, c'est ça qui m'a allumé, on va dire, à la médecine, mais moi, je me voyais pas comme chercheur. Donc, je trouvais ça intéressant, puis j'admirais beaucoup les gens qui faisaient la recherche, mais
qu'on parlait un petit peu de savoir nos forces, là, c'était pas vraiment moi, là, pour moi d'être chercheur. Là. Vraiment, malgré d'être une personne assez... je suis pas quelqu'un qui est entièrement confortable avec des groupes de gens. Même si je suis professeur, puis là, je suis devant un auditoire, pour moi, c'est comme... Quand je suis dans ce rôle-là, je me transforme un tout petit peu. Mais je suis assez gêné, là, comme en général. Mais quand je me retrouvais dans cette... l'idée de parler à des patients... Quand je suis avec un patient, je me transforme un petit peu. Et j'avais du bon feedback des gens avec les patients que je traitais. Et j'adorais ça. On voyait les choses, le rôle qu'on jouait. Là. Donc, durant en fait mes stages en médecine interne qui étaient en fait à l'hôpital St. Mary's. Donc, je travaillais à l'hôpital St. Mary's, puis la raison que je travaille là-bas, c'est parce que c'est à cause des expériences que j'ai eues comme étudiant de médecine. Donc, pour moi, mon cours, c'était en fait, c'est comme TCP là, avant. Là. Ça s'appelait quelque chose de différent. Mais c'était à l'hôpital St. Mary's. Puis mon superviseur, c'était en fait ma future boss là, qui m'a engagé. Ah ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai eu l'expérience de la rencontrer. Puis je disais, c'est le fun. C'était la médecine interne, mais j'aimais un petit peu la cardiologie. Et quand je suis retourné pour faire mon clerkship là-bas, on a eu tellement un beau 2 mois. On était une équipe de 3 étudiants en médecine. Puis c'est comme on s'entendait bien, puis on était un petit peu compétitif, mais une bonne compétition. On voulait lire plus que l'autre, puis on était vraiment nerd, là, mais ça marchait très bien. Puis on a eu du super bon feedback. Puis à la fin de ce stage-là, je me rappellerai toujours, ils ont dit « Walker, we liked you, t'as bien fait, puis on aimerait te revoir à St. Mary's. Puis si un jour tu as besoin d'une job, là, viens nous revoir. » Puis en fait, durant ce stage-là, mon superviseur, c'était le chef de la médecine là-bas, Dr. McConnell. Donc, c'était comme tous les astres étaient alignés. Puis pour le futur. Puis fast forward plus tard, là, on va revenir. J'avais besoin d'une job et je suis retourné à St. Mary's et ils ont trouvé une place pour moi. Mais c'est ça. Durant mes stages à St. Mary's, j'ai eu la chance de faire des gardes de nuit que vous n'avez pas maintenant. Donc, cette expérience-là a été un petit peu enlevée des étudiants en médecine. Je pense qu'il y avait certains éléments qui étaient un petit peu problématiques de laisser des étudiants en médecine peut-être first call pour des patients très malades. Il y avait pas vraiment d'autres personnels autour. Oui, chez nous, il y avait de l'encadrement, mais je pense qu'à d'autres centres, il y avait peut-être moins d'encadrement, puis ça causait des problèmes. Mais c'est à ce moment-là, quand l'infirmière nous appelle comme premier appel pour dire « Écoute, j'ai un patient, puis c'est à 2 heures du matin, tu te réveilles, là, hein, puis j'ai un patient qui ne va pas à l'étage avec des satures, s'il vous plaît, viens voir le patient. » Puis là, tu es « Oh my God, c'est moi, là. » Là, tu te rends, puis là, le patient a vraiment une dessature. Puis là, tu dois, à ce moment-là, c'est toi, là, tu dois évaluer le patient avant d'appeler le résident. Là, c'est pas comme si tu appelais le résident immédiatement. Tu évaluais le patient et tu élaborais un plan d'action. Et le résident, souvent, il allait sur le téléphone co-sign les ordres, là, mais c'est toi qui commandais la radiographie ou le Lasix ou la nitro. Puis c'est durant ces expériences-là où on avait vraiment un petit peu moins d'encadrement que je pense que c'est là qu'on va vraiment apprendre de plus. C'est des expériences c'est que si on est trop entouré, c'est comme si c'est pas notre responsabilité. Ouais. Sortir un peu de sa zone de confort. Oui, exactement. Sûrement que ça aide aussi à voir justement si on est quelqu'un qui aime ça, être dans une situation où il faut prendre des décisions, où il faut réagir rapidement. J'ai l'impression que si on n'est pas devant ces genres de situations-là, c'est dur de savoir si c'est fait pour nous. Puis un petit peu, c'est ça. Donc, je trouve ça un petit peu malheureux des fois que certaines des expériences qui font partie de la carrière, par exemple, de cardiologie, on fait des gardes, puis on est de garde pour 1 semaine, puis on est de garde la nuit aussi. Donc, si on n'a pas cette expérience-là de garde la nuit, mais quand on devient résident, c'est comme un petit choc. Un petit peu.
Donc, je croirais que peut-être il y aurait une possibilité de retourner certaines gardes avec un bon encadrement. Il faut, durant vos cours de médecine, et spécialement quand vous rentrez à l'hôpital, c'est bien de savoir ce qu'on aime, mais c'est aussi bien de reconnaître ce qu'on aime moins. Donc, parce que ça va aider quand il y a des choix à faire. Donc, moi, je savais que j'allais jamais être un chirurgien, que j'appréciais ce que faisaient les chirurgiens à la salle d'op. Mais aussitôt que je rentrais dans la salle d'op, j'étais complètement inconfortable. J'avais peur de toucher quelque chose. Puis souvent, je touchais à quelque chose. Tu sais, je faisais comme ça. Ou je touchais, quand on a trop peur que quelque chose arrive, ça arrive. Les infirmières ne devaient pas être contentes avec le champ stérile. Ben, c'est ça. Une fois, j'étais en orthopédie, puis l'orthopédiste dit You gotta hold that knee, you gotta hold that knee. Puis mon job, c'était juste de tenir une jambe. Puis là, j'étais comme un petit peu fatigué. Là, j'avais mal dormi, j'avais pas mangé. Je me sentais comme wow, là. J'ai comme presque perdu connaissance. Là, ils m'ont dit de sortir. Puis là, après, le chirurgien dit Son, you're never going to be a surgeon. I'm like, OK. Mais durant ce stage en chirurgie, je me retrouvais à aller parler aux patients. Puis en fait, mon feedback en chirurgie, j'ai eu une évaluation correcte, mais une évaluation, c'était Matt Walker it speaks too much to the patients. He spends too much time with the patient. Donc, pour moi, c'était une bonne évaluation parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai pris le temps de vraiment parler aux patients. Souvent, tu sais, les chirurgiens, à ce moment-là, c'était juste l'opération, puis ils faisaient leur tournée, mais des fois, la communication, c'était pas nécessairement leur point fort. Mais tu sais, pour moi, c'est ce que j'aimais. Donc, j'ai reconnu à ce moment-là que, tu sais, médecine interne, peut-être, oui, ça a l'air que oui. Chirurgie, non. Puis là, tu sais, on fait nos stages, puis là, on a un sentiment que si on aime ça. Moi, j'ai aimé beaucoup d'autres stages. J'ai aimé l'obstétrique, j'ai aimé la pédiatrie. J'ai eu quand même des bonnes évaluations là-dedans, mais il faut vraiment voir l'endroit, l'environnement où on se sent le plus à l'aise. Puis vraiment, pour moi, il me semblait que c'était la médecine interne. Puis c'était un choix quand même assez général. Tu sais, je pouvais faire... Il y a beaucoup de spécialités en médecine interne, donc ça gardait quand même les portes ouvertes. Donc, pour moi, c'était un bon choix. Tu sais, je n'étais pas commit à une sous-spécialité. Tu sais, il y a des gens qui savent que c'est l'ophtalmologie qu'ils veulent faire. Moi, je n'étais pas rendu là. La cardiologie, peut-être, là, mais je gardais ça ouvert. Il fallait juste m'orienter. Tu sais, il y a des gros choix à faire. Pour moi, c'était médecine interne. En parlant de ce parcours-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la résidence en médecine interne? Puis après ça, comment... C'est un autre round, je pense qu'on appelle, donc un autre choix qu'il faut que tu fasses pour te spécialiser dans la médecine interne? Oui, c'est ça. Donc, à la fin du cours de médecine, il faut choisir notre parcours. Est-ce qu'on va aller en médecine familiale? Est-ce qu'on va aller en pédiatrie? Moi, c'était la médecine interne. Donc, c'est trois années de résidence. Donc, il y a quand même un bon temps là, pour décider ce qu'on va faire. Mais à la fin de ces 3 années-là, où les responsabilités augmentent. Donc, tu sais, on commence c'est comme on est un Med 4, là, mais on est en R1, mais on a plus de responsabilités, puis on est capable de prescrire. Puis, mais on n'est pas... On a un certain nombre de patients. Et là, comme résident 2, résident 3, les responsabilités augmentent. Puis en résident 3, c'est là que tu es rendu un petit peu le chef du service, là, et c'est toi qui gères ton équipe. Donc, durant ces années-là, j'ai eu beaucoup d'expérience de leadership et d'éducation. Donc, c'est à ce moment-là que j'étais résident-chef, donc j'avais des responsabilités d'éducation. C'est un petit peu là que j'ai commencé à avoir le goût d'enseigner des étudiants en médecine et d'autres résidents. Pour moi, je trouvais que une chose que j'aimais faire, c'était essayer de simplifier les choses, pas seulement pour les étudiants, mais pour mes patients aussi. Pour moi, je suis un petit peu linéaire. Là. Il faut que ça fasse du bon sens. Et j'aimais essayer de décortiquer un concept puis essayer de l'expliquer d'une manière simple. Donc, c'est à ces moments-là, en résidence, que j'ai eu vraiment plus d'opportunités d'enseignement. Mais il faut quand même faire des choix. C'est en R5, là, en fait en R2, qu'il faut commencer à penser au prochain, au fellow, là, à l'autre résidence. Donc,
Mais on a quand même beaucoup de stages à option d'électifs où on peut essayer différentes spécialités. Avez-vous hésité entre cardiologie et autre chose en médecine interne? Bien, donc, c'est à ce moment-là que durant la médecine interne, ce que j'ai apprécié, pas tout ce qu'ils apprécient, mais on faisait, bien sûr qu'on faisait des gardes, mais on faisait des gardes aux soins coronariens. Donc, il y a des stages qu'on fait aux soins coronariens comme étant résident pas en cardio, mais on fait de la cardio. Mais aussi, même quand on n'est pas en cardio, il fallait couvrir les soins coronariens. Donc, des fois, on avait des gardes au CCU, au général. Souvent, c'était au général. J'étais basé là-bas. Donc, moi, j'appréciais ces gardes-là. Donc, c'était le fun. Ça me dérangeait pas de voir des patients, des consultations en cardio. Premièrement, je trouvais les patients, je trouvais ça quand même un petit peu plus simple. Les plaintes que les patients avaient, l'histoire, je trouvais ça intéressant. C'était vraiment important, l'histoire en cardio. Donc, il y a des spécialités où c'est vraiment juste les laboratoires. Et on peut pas voir le médecin jusqu'à temps qu'on a des problèmes au niveau de nos tests. Mais en cardio, c'est souvent... Ce que j'apprécie de cette spécialité-là, c'est que on va rencontrer un patient, on va écouter le patient de la manière qu'ils vont décrire leurs problèmes, puis on a déjà une idée de ce qui se passe. Puis là, l'examen physique joue un rôle important aussi. Donc, il y a des spécialités où c'est moins important, mais pour nous, avec un stéthoscope, avec nos oreilles, là, on va... Et nos doigts, là, on est capable de faire un examen physique. Puis là, on a l'électrocardiogramme, donc on a l'électricité. Donc, on a toutes sortes d'informations sur le système cardiovasculaire. Puis déjà, juste avec ces éléments-là, souvent, on a le diagnostic. Là, les super choses qu'on peut faire au point de vue de thérapie, c'est excellent. Mais c'est au point de vue du diagnostic, souvent, on l'a là. Puis on confirme avec nos tests. C'est rare qu'on va... pas rare, là, c'est quand même... Il y a des choses qu'on va trouver qui sont des surprises, mais la plupart du temps, c'est pas des surprises. Si c'est une surprise, probablement, c'est parce qu'on n'a pas fait une assez bonne job. Ouais, c'est comme un domaine qui est assez avancé, vu que c'est assez présent dans la population, pour que ça ait été comme au centre des préoccupations en santé, là, j'ai l'impression. C'est un champ en évaluation, en évolution continuelle. Donc, c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai fini ma médecine en 99. J'ai commencé comme cardiologue en 2006. Donc, ça fait plusieurs années là, qui passent, puis c'est transformé. Là. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on pouvait pas avant faire. Au point de vue de cardiologie interventionnelle, c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant avec des cathéters. L'électrophysiologie, c'est en transformation continuelle. C'est vraiment incroyable. Parlons un peu de cardiologie interventionnelle. On se demandait, est-ce que parfois il y a un overlap un peu maintenant avec les chirurgiens cardiaques? Oui. Qu'est-ce qui peut être fait? Oui, puis c'est ça se transforme. Donc, avant, les chirurgiens, ils opéraient beaucoup de monde. On avait tellement de consultations pour eux. Puis des fois, ça allait moins bien. Pour des patients qui sont plus vieux, c'était un petit peu risqué de rentrer dans la salle d'op. Mais donc, avec le temps, on fait de plus en plus d'interventions percutanées. Donc, en premier lieu, c'était les artères coronariennes. Puis là, c'est rendu qu'on peut boucher des trous, qu'on peut mettre des prothèses valvulaires, qu'on peut faire des remplacements valvulaires complets percutanés. C'est vraiment incroyable. Percutané, c'est comme, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que dans le fond, c'est pas besoin d'ouvrir le à travers un vaisseau, on rentre un cathéter, puis on est capable de rentrer des prothèses, remplacer des valves, sans avoir à couper le patient. Est-ce que ça, c'est vous qui le faites? Non. Non. Donc, là, c'est là que si on parle un petit peu de la cardiologie comme carrière, c'est parce que la médecine interne, il y a beaucoup de choix, mais là, si on se décide à la cardiologie, il y a encore beaucoup de choix. Donc, si vous rencontrez un autre cardiologue demain et vous faites une entrevue, ça va être une carrière différente, puis ça va être un jour à jour, un horaire différent. Donc, moi, je suis cardiologue général, donc je suis comme un contracteur général. Je vais voir le patient, je vais l'évaluer, je vais faire établir un diagnostic à l'aide de tests. Je vais prescrire des médicaments. Mais si je décide que le patient a besoin d'une intervention, c'est à ce moment-là que je dois décider où l'orienter. Est-ce que c'est clair que le patient
aurait besoin d'une chirurgie, je l'envoie en chirurgie cardiaque. Des fois, il y a des patients qui demandent est-ce que vous faites de la chirurgie? Non, j'en fais pas. Donc, ça, c'est la chirurgie. Les gens ne savent pas. On dit cardiologue, puis ils pensent que c'est chirurgien cardiaque. Exactement. Donc, c'est ça. Les chirurgiens cardiaques, c'est des chirurgiens. Donc, ils ont eu un parcours entièrement différent. Ils vont prescrire des médicaments, mais eux autres, vraiment, c'est pour réparer le problème avec une opération. La seule chose en commun, c'est l'organe. Les deux travaillent sur le cœur. Oui. Mais l'autre, nous, on est cardiologues, mais il y a des cardiologues interventionnels. Donc, des cardiologues interventionnels, c'est ceux qui sont un petit peu plus comme des chirurgiens. Donc, ils vont faire des interventions. Et maintenant, les cardiologues interventionnels, des fois, ils travaillent avec des chirurgiens en même temps dans le laboratoire d'hémodynamie. Donc, c'est là qu'il y a une transformation plus en chirurgie cardiaque. Là. Les chirurgiens cardiaques se redéfinissent, se redefine, se transforment, s'adaptent aux situations. Donc, puis des fois, c'est bien d'avoir les deux spécialités pour le même patient dans la même salle. Un cardiologue interventionnel, donc ça va être une vie des gardes longues, des soirées où on est appelé à toute heure pour venir à l'hôpital. Mais on fait beaucoup d'interventions, bien sûr. Peut-être on suit moins de patients à long terme. Ça sera plus des interventions. On voit le patient, on fait le stent, puis après ça, on ne voit plus de patients. Et des cardiologues interventionnels, il y en a qui sont spécialisés en maladies coronariennes, en maladies congénitales, en valvulaire. Donc, il y a toutes sortes de types. Et ça ajoute des années. Donc, la cardiologie, c'est 3 ans, mais on ne peut pas commencer à travailler dans un hôpital, certainement après juste 3 ans de cardio. Il faut faire des années supplémentaires. Si on va travailler dans la communauté, pour être cardiologue général, on ouvre un cabinet de cardiologie, c'est correct. On pourrait faire juste les 3 ans de cardio. Donc, c'est 4 ans de médecine, 3 ans de médecine interne, 3 ans de cardio. D'habitude, les résidents en cardiologie vont faire une année supplémentaire qui s'appelle un fellow. 1 année, 2 années, 3 années supplémentaires. Donc, ça dépend de ce qu'on fait. Pour moi, j'ai choisi l'échographie cardiaque. Donc, j'ai choisi de faire un fellow en échographie cardiaque. Si on fait de l'électrophysiologie, c'est un minimum de 3 ans. Donc, ça devient un petit peu plus long. Mais il faut ces années-là parce que c'est rendu très complexe. Pour la cardiologie interventionnelle, d'habitude, c'est 2 ans de training supplémentaire. Donc, il faut savoir si on veut être cardiologue interventionnel, il faut être prêt à faire toutes ces années supplémentaires. Puis sinon, vous avez dit que cardiologue interventionnel, souvent, il fallait être prêt à faire des gardes, de longues gardes et tout ça. Comment ça ressemble un peu la vie en tant que cardiologue? Par exemple, vous, est-ce que vous avez un bon, vous direz, balance travail? Oui, absolument. Je suis très chanceux, mais chanceux, oui, mais c'est un petit peu, j'ai décidé de faire comme ça. Je me suis orienté dans cette direction-là. Donc, c'est nous qui font certains choix. On peut nous offrir certains postes qu'on, peut-être à la surface des choses, on dit « Ah, ça serait cool, ce job-là ». Mais il faut vraiment savoir c'est quoi le style de vie aussi, les heures qui sont demandées, l'horaire. Pour moi, ma famille, c'est important. Pour tout le monde, leur famille, c'est important. Mais je voulais avoir du temps pour être avec mes enfants pendant qu'ils sont petits. Donc, moi, je trouve que mon horaire est quand même... C'est un horaire chargé, mais quand même, je peux retourner à la maison à une heure raisonnable, aider mes enfants à faire leurs devoirs, jouer avec eux. Et la plupart des week-ends, je vais être avec. Une fin de semaine sur 4, je suis de garde. Donc, je ne suis pas disponible. Donc, ça dépend de où est-ce qu'on travaille puis le nombre de cardiologues dans notre groupe. Mm-hmm. Mais tout cardiologue qui travaille dans un centre hospitalier va avoir des responsabilités de garde. D'habitude, c'est par semaine. Et ça peut être des semaines en consulte, ça peut être des semaines aux soins coronariens. Pour les cardiologues interventionnels, pour eux autres, c'est pas une semaine de suite parce qu'ils vont pas dormir souvent durant leur garde. Ils sont appelés régulièrement. Oui, ils sont appelés régulièrement à toute heure de la journée. Donc, un infarctus aigu, ça peut arriver n'importe quand. Puis souvent, ça a tendance à arriver à 3 heures du matin. Donc, c'est une vie un petit peu plus difficile. Donc, pour les étudiants, on a un Career Day durant mon bloc. Puis j'invite, s'il est capable de venir, Dr. Martucci, pour discuter un peu de sa vie comme cardiologue interventionnel. Puis je me rappelle toujours de sa présentation, puis comment il parle de tous les sacrifices qu'il y avait à faire
devenir ce qu'il est devenu. Et il y a eu beaucoup de sacrifices à faire au point de vue du temps qu'il avait avec sa famille. Donc, ça peut être très difficile pour la vie familiale. Mais si c'est notre passion, puis on s'adapte. Mais il faut essayer d'avoir un équilibre, ce qui est difficile en médecine des fois. On peut être rapidement sucked into un horaire fou et oublier. Il faut penser à notre santé mentale, puis il faut avoir des moments où on ne travaille pas, puis qu'on déconnecte un petit peu avec notre travail. Donc, juste pour parler un petit peu de mon horaire, peut-être. Donc, oui, j'ai un horaire que j'aime. Premièrement, c'est flexible pour moi. J'ai contrôle sur mon horaire. C'est pas tout le monde qui a un contrôle sur leur horaire. Donc, dans certains centres hospitaliers, ça va être un chef de cardiologie qui va décider qui va faire quoi quand et qui va approuver des vacances et des affaires comme ça. Pour moi, je peux changer mon horaire si je voulais. Donc, j'ai la possibilité, si je voulais prendre une journée de congé par semaine, je pourrais le faire. Le minimum, c'est qu'il faut que je couvre mes gardes puis que mes responsabilités pour mes patients. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, j'ai comme deux profils. Ma semaine de garde aux soins coronariens, puis la semaine quand je ne suis pas de garde. Donc, une semaine de garde, je suis responsable des soins coronariens, de l'urgence, puis tout ce qui est cardiologie pour une semaine, 24 heures sur 24 pour 7 jours. Donc, durant ce moment-là, c'est moi qui est appelé à toute heure de la journée, malgré que à mon hôpital, c'est pas mal calme le soir. Donc, et c'est le fun, on ne sait jamais ce qui va venir. Il y a des semaines qui sont super chargées, il y a des semaines moins chargées. J'ai des étudiants en médecine qui travaillent avec moi, donc j'ai la capacité de faire de l'enseignement, des résidents en médecine familiale, des résidents en cardio. Donc, moi, je trouve ça super le fun. C'est là qu'on voit nos super cas et c'est excitant. Donc, mes autres semaines, c'est des semaines de clinique. Donc, je fais des activités en externe. Donc, j'ai des cliniques externes, patients qui viennent me voir. Ça, c'est du travail assez chargé. Je fais de la supervision de clinique avec un résident en cardiologie qui fait une clinique. Puis c'est lui le cardiologue, puis moi, je supervise, on va dire. En externe, c'est sûrement surtout des suivis. Oui, mais aussi des nouvelles réguliers. consultations. Okay. Donc, il y a nos patients qu'on suit, mais aussi des médecins de famille, des spécialistes qui nous réfèrent des patients. Des patients qui ne sont pas assez malades pour aller à l'urgence, mais douleur à la poitrine, palpitations, toutes sortes de dyspnées, toutes sortes d'électro-anormales, écho-anormales, toutes sortes de choses comme ça qu'on va évaluer. Mais je fais aussi, si je faisais de la clinique tous les jours, je pense que je perdrais le... Ouais. C'est la variété. Oui, non, ben c'est fatigant. Donc, c'est beaucoup de travail, la clinique. Il faut être concentré. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire durant la clinique, c'est fatigant. Il y a beaucoup de responsabilités. Il faut vraiment être éveillé parce que c'est facile de manquer des choses. Puis, on veut pas faire des erreurs. Donc, c'est facile. Ça serait facile si on est distrait. Je fais de l'échographie cardiaque. Donc, ça, c'est de l'imagerie. Donc, c'est le fun. C'est un petit peu mon côté radiologie. Puis des tapis roulants. Donc, ça, c'est le fun aussi parce que je suis plus... Je vais voir comme 6 à 10 patients, dépendant de si on a un ou deux tapis roulants en même temps. Et là, à ce moment-là, c'est une chance de aussi parler aux patients. Mais c'est un test. Donc, je ne suis pas à prescrire des médicaments. Je ne suis pas à vérifier 1 million de choses. Je suis focus sur le tapis roulant. Et je fais de l'insuffisance cardiaque et une clinique d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est vraiment varié. Oui, quand même. Oui, c'est varié. Je travaille avec beaucoup de super bon monde, des technologues en échographie, des techniciennes en électrocardiographie, quand on fait des tapis roulants, puis on lit des Holter. Puis pour ma clinique d'insuffisance cardiaque, on travaille avec des infirmières praticiennes, donc en équipe. Donc, c'est vraiment le fun. On a beaucoup d'amis au travail, puis un bon environnement de travail. Donc, en général, moi, j'aime aller au travail, puis c'est définitivement quelque chose que je recommande. Ouais, c'est mieux comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Il ne faut pas mépriser notre travail. Il ne faut pas aller au travail juste pour faire de l'argent.
parce qu'on va se fatiguer très rapidement en médecine. Donc, il faut que ça nous ramène quelque chose, pas seulement un chèque de paye. C'est pas assez l'argent. Ça peut motiver pour un certain bout de temps. Il y a des gens, des fois, qui choisissent leur spécialité à cause de l'argent que ça rapporte. Mais souvent, on voit que ces gens-là sont, avec le temps, ça marche pas. Et ils ont hâte de leur retraite, ce qui n'est pas le cas pour moi. Une fois que l'argent est fait, la passion se perd. Oui. J'avais une question un peu plus technique. Là. Si on parlait que vous êtes sur appel aux soins coronariens, mais c'est quoi exactement cette unité-là? Donc, à l'hôpital, on peut être spécialiste puis on n'a pas de lit sous notre responsabilité. On est juste consultant. Mais chez nous, j'ai 4 lits, des fois des soins coronariens qui ont 10 lits, 15 lits, ça dépend où est-ce qu'on est. Moi, c'est une petite unité coronarienne. Donc, c'est une unité d'hospitalisation pour des patients en cardiologie, bien sûr, qui sont un petit peu plus malades, qui ont besoin du monitoring et un suivi plus après, là, près d'eux. C'est des gens qui... On a 2 infirmières pour 4 patients. Donc, on est à côté. Donc, les gens avec un infarctus, avec de l'insuffisance cardiaque sévère, des arythmies sévères, c'est des gens qui vont rentrer aux soins coronariens. Donc, c'est 4 patients puis qu'on suit jour à jour. Puis c'est nous, le médecin traitant. Donc, lorsque les patients ont été stabilisés, c'est là qu'on les transfère à une unité générale de médecine. Donc, ça dépend de où est-ce qu'on travaille. Le modèle, là, bien pour nous, ça devient qu'on devient consultant pour ces patients quand ils sont sur un autre étage. On est seulement directement responsable des patients à l'unité coronarienne. Ils ont tous des moniteurs cardiaques. Donc, on suit leur saturation d'oxygène, leur rythme cardiaque. Ils ont des labos tous les jours. Donc, c'est comme des soins intensifs, on va dire, mais un petit peu moins intensifs et spécialement faits pour les patients cardiaques. Puis là, c'est tout beau, là. Tout ce qu'on a dit est dans le positif. Ça, on y va un peu plus de l'autre côté. C'est quoi les plus grands défis au quotidien ou ce que vous aimez un peu moins de votre travail? Oui, ça serait au point de vue... donc, avec le temps, on a des responsabilités administratives qui nous viennent. Donc, ça fait partie d'être un médecin. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup en médecine durant nos cours. On n'a pas vraiment de training sur ça, sur ces aspects-là. Donc... on apprend on the job. Puis des fois, c'est difficile. Donc, avec le temps, on a plus de rôle et de responsabilité. Donc, il y a quelques années, je suis devenu chef de la cardiologie à mon hôpital. Puis ça veut dire que je suis responsable de certains dossiers administratifs. On a eu... ça a été un gros défi avec la réorganisation du système médical. La réorganisation Barrette, là. Ça a été dans le fond, centralisé plus. Ça a été un gros défi parce que nous, à St. Mary's, on était un petit hôpital qui fonctionnait. On se connaissait tous. Si j'avais une idée farfelue pour un projet en cardiologie, je pouvais aller même parler au CEO, au chef de l'hôpital, arranger une rencontre, puis un petit peu voir ce qui était possible. Puis on nous écoutait. Si j'avais un problème avec mon ordinateur, je pourrais appeler Serge en bas, là, en IT, puis il viendrait en haut pour me réparer mon affaire. Si j'avais comme un portrait à mettre dans mon bureau, Mario venait, puis il mettait un clou le même jour. C'était comme ça, là. On connaissait tout le monde, puis on avait des petits problèmes, puis ça se réparait rapidement. Si on avait des idées, c'était vraiment flexible. On pouvait rencontrer les gens, puis peut-être essayer quelque chose. Mais ce qui est arrivé avec la réforme, c'est qu'on s'est regroupé avec plusieurs hôpitaux avec qui on ne faisait pas affaire. Donc, le Lakeshore, c'est un hôpital, c'est loin, c'est à l'ouest de l'île. On connaissait les gens là-bas, mais c'est pas des gens avec qui on travaillait régulièrement. Le Douglas, la Salle, toutes sortes d'hôpitaux qui n'avaient pas rapport avec nous vraiment. Et l'administration s'était rendue que le conseil des médecins, c'était un conseil des médecins pour le CIUS, c'était pas pour St. Mary's. Donc, avant, on pouvait aller au conseil des médecins si on avait un petit problème pour discuter quelque chose, mais là, ils disaient, mais ça, c'est un problème St. Mary's, c'est un problème local. Nous, on est là pour le
CIUS. Tout était rendu CIUS. Il y a une croûte de managers qui vont tous avoir leur rôle. Donc, si on a un problème, il faut que ça monte. C'est des algorithmes très, très complexes, on va dire. Donc, souvent, ça prend longtemps. C'est ça qui est frustrant des fois. Là. C'est que nous, on a un projet, par exemple, on veut un projet de rénovation aux soins coronariens. C'est très, très compliqué. Et je me demande si on va être capable de le faire parce qu'il y a tellement de personnages qui sont dans le dossier. Des fois, on sent qu'on est capable de rien faire. Donc, on se décourage des fois. Et on a des idées, puis on dit, c'est trop compliqué. Des protocoles, par exemple. On a un protocole, je veux faire un protocole pour un certain médicament. Maintenant, ça doit aller au comité des protocoles. Puis là, il y a le comité des protocoles ci, puis le protocole là, pharmacologie, bababa. Là, finalement, on se perd. Là. La flexibilité. Aucune flexibilité. Donc, descendu en flèche. Oui. Donc, le moral, un petit peu, des médecins à l'hôpital a été touché un petit peu, beaucoup, par cette réorganisation. Et finalement, on a dû comme construire certaines structures locales pour un petit peu rencontrer ces besoins-là. Donc, c'est ça des fois. C'est des choses que vous apprenez pas en médecine. Ça vient plus tard. Mais c'est des choses importantes. Et il faut connaître un peu comment les décisions sont faites. Il faut un petit peu apprendre à qui s'approcher pour, si on a une idée, si on veut que ça soit fait. Sinon, sur une même note, mais un peu différente, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu savoir avant d'aller en cardiologie? Donc, quand vous étiez étudiant, est-ce que vous auriez aimé ça qu'un cardiologue vous dise un certain message? Pas vraiment, pas un cardiologue. Je dirais que en tant qu'étudiant en médecine, moi, j'étais tout stressé qu'il faut que j'apprenne tout ce que je dois apprendre parce que je vais être le médecin, c'est moi qui vais faire les décisions, puis je dois tout savoir. Mais finalement, ça, c'est pas vrai du tout. Donc, c'est pas vraiment nos connaissances parce que maintenant, c'est probablement déjà transformé pour vous, mais c'est pas nécessaire d'avoir tout dans notre tête. Ce qu'il faut avoir, c'est les outils. Il faut savoir comment accéder à l'information. En fait, la plupart de notre apprentissage, ça vient après le cours de médecine. Et les choses qui sont importantes sont répétées. Puis c'est durant notre expérience, pendant qu'on travaille pour de vrai, qu'on apprend le plus. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début là, avec les gardes, quand c'est nous qui sont responsables, qu'il faut faire des décisions, puis il n'y a pas quelqu'un juste derrière nous pour dire oui ou non. Il faut presque un peu faire des erreurs. Bon, c'est pas des erreurs majeures, là, mais il faut de l'expérience. On essaye quelque chose, puis ça marche pas. OK, on essaye quelque chose d'autre, puis c'est là qu'on apprend le plus. Donc, il faut pas trop stresser avec les connaissances. Oui, il faut passer nos examens, mais c'est vraiment les outils. Et de se développer un réseau. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas seul. C'est en équipe. On travaille en équipe la plupart du temps. C'est pas pour tout le monde, là, mais moi, si j'étais seul, là, je me perdrais rapidement. Donc, j'ai le support de ma famille qui est super important, donc, et mes amis et mes collègues de travail. En parlant du support de collègues, j'ai l'impression que Sainte-Marie, c'est plus une petite atmosphère. Souvent, c'est ça qu'on entend. Oui. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi vous avez décidé de travailler dans un hôpital qui, on peut dire, un peu plus petit Absolument. que, par exemple... J'adorais ça. Donc, j'ai eu des offres pour travailler à d'autres endroits, des endroits plus réputés peut-être, plus connus, mais c'était vraiment pas pour moi, c'était pas ma motivation. J'adorais l'endroit. Je me sentais à l'aise. J'ai comme un feeling que c'était la place pour moi. Et le fait que c'est petit, j'aime ça. J'aime le fait que je peux marcher les corridors, puis on connaît tout le monde. Quand je vais au VIC, c'est comme personne ne se connaît. Là. Donc, la cardiologie est un petit peu dans sa caverne des fois. Là, puis on sort, là, puis les gens ne connaissent pas. Tu appelles locating, puis vous êtes qui, là? Puis des fois, où je demande à un médecin qui est là depuis 25 ans, puis c'est qui? Je connais pas ce médecin-là. Bon, c'est très grand. Donc, moi, je trouvais ça difficile un petit peu. Donc, pour moi, je préférais travailler dans un petit hôpital où tout le monde se connaît. C'est comme notre famille.
on est très fiers de cette atmosphère. Puis les patients aussi le sentent. Les patients disent, j'aime St. Mary's, c'est mon hôpital. Je me sens qu'on m'écoute comme une personne. C'est certainement probablement les cas aux autres hôpitaux aussi, mais le feedback des patients est tel qu'ils le sentent aussi, cette atmosphère de petit hôpital familial. Puis travailler en cardiologie en région plus éloignée, selon ce que vous avez entendu, y a-t-il des grandes différences ou est-ce que ça ressemble pas? Oui, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience là-dedans. J'étais toujours à la métropole. Pour moi, mon expérience hors de McGill, c'était aller à l'Institut de cardiologie pour une année pour faire mon fellow. Mais j'ai jamais pratiqué à l'extérieur. Mais j'ai quand même des connaissances là-bas. Je pense que ce qui est le fun là-bas, c'est un petit peu comme nous à St. Mary, c'est qu'on voit des patients qui n'ont pas de diagnostic, puis c'est nous qui élaborons le diagnostic. On les voit pour la première fois et c'est le fun de voir des patients, puis c'est être celui qui trouve le problème. Puis ce qui est plus challenging pour les gens en région, c'est de décider qui va être transféré en ville pour avoir d'autres interventions. Puis c'est là qu'il faut avoir vraiment un bon sens clinique. Parce qu'on ne veut pas tout envoyer les gens. Donc, il faut avoir vraiment une bonne expérience. Mais là-bas, ils vont voir toutes sortes de cas. Mais ça peut être une très belle vie en cardiologie. Mais c'est le fun, la cardiologie, juste faire la cardiologie. Donc, faire en région, si on aime le plein air, ça peut être vraiment une belle carrière. Intéressant. Sinon, dernier conseil pour des étudiants en médecine qui sont à la recherche de leur carrière? Oui, il ne faut pas trop stresser. Il faut écouter, comme je le disais un petit peu au début, il faut être aux aguets de certains signaux de l'environnement et de nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent épanoui? Est-ce qu'on est content de ce qu'on fait? Si on aime la théorie, c'est comme on aime le chapitre, on a bien aimé le chapitre de cardiologie, mais aussitôt qu'on rentre aux soins coronariens, on a comme... C'est plate ou on trouve ça vraiment pas le fun. On devrait pas choisir ça. Il faut faire quand même un choix éclairci pour les spécialités. Puis des fois, c'est difficile, mais il faut regarder en arrière puis les expériences qu'on a eues. Qu'est-ce qu'on a vraiment apprécié de nos stages? Quel stage qu'on est sorti, qu'on avait un sourire quand on le faisait? Quel stage qui était le fun? Aussi, on regarde à ceux qui nous ont enseigné, les staffs avec qui on a travaillé. C'est-tu des gens qu'on admire ou non? Ça va vraiment aider au choix qu'on fait. L'autre affaire, c'est qu'en médecine, pour moi, j'avais toujours choisi des grandes spécialités. Je suis allé... lentement, je me suis spécialisé. Donc, pour moi, c'était bien. Là. C'est pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. C'est bon pour eux autres. Mais moi, j'aimais le fait que j'avais choisi comme une spécialité assez grande. Puis là, je pouvais encore faire des choix. Je faisais pas mon choix final du reste de ma vie après ma 4e année de médecine. Donc, je dis « listen to your gut ». C'est parce que souvent... toi-même ton gut, ça se traduit mal, tes intestins, là, va te dire exactement... Peut-être écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Oui, votre cœur, encore mieux, là, comme cardiologue. Merci, ça a vraiment été une belle discussion. Pour terminer, on a quelques cadeaux à vous offrir. Oh, cadeau! Donc, on veut juste remercier les entreprises qui ont rendu ça possible. Donc, François Lambert et la boîte à vin. Oh, wow! Et sinon, pour les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en dessous du vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire aussi. Sinon, on aime, on partage et on se voit à la semaine prochaine. Ouais, parlez-en à vos amis. Merci beaucoup.